Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 26 juin, la présentation cet après-midi des nouvelles recrues de l'Estac avec entre autres Benjamin Nivet, ex-troyen. Un mois et demi avant le début du championnat de Ligue 1 et à la veille de la reprise de l'entraînement, on prendra la température au sein du club troyen dans un instant. Et direction ensuite Rosières pour visiter une maison ultra-moderne et abordable, conçue en bois et en acier, aux normes basse consommation. L'architecte qui a réalisé cette maison, tendance et écolo, souhaite multiplier ce genre d'habitation. Visite guidée tout à l'heure. Et puis on s'intéressera ensuite au recensement des hirondelles, un comptage très sérieux qui a lieu en ce moment dans plusieurs communes du département, dont celle de Lantage, près de Chaours, pour mieux comprendre la raréfaction de ces oiseaux liée à la qualité de l'écosystème. Mais d'abord, un point sur la situation de l'emploi dans l'Aube avec la dernière livraison des chiffres du chômage. La hausse continue, elle est importante ce mois-ci avec, vous le voyez, le franchissement d'un cap symbolique, celui des 15 000 demandeurs d'emploi, 15 334 précisément en cette fin mai. Donc il y a un mois, comptabilisé en mai dernier, soit une hausse de 3,1% et 15% en un an dans l'Aube. Sur le plan régional maintenant, c'est d'ailleurs la plus forte hausse pour l'Aube avec la Haute-Marne, 3,1%. La moyenne en Champagne-Ardenne est de 2,6% et de 1,2% pour la hausse du chômage au niveau national. Alors actuellement, les conseillers Pôle emploi du département de l'Aube gèrent 1470 offres d'emploi, notamment en alternance avec 387 offres pour des emplois de sommelier, démonteur automobile, éleveur de chiens ou encore cuisinier. La liste est longue et pas exhaustive. Et puis par ailleurs, la campagne de recrutement pour les vendanges commence ces jours-ci. 3000 postes seront à pourvoir d'ici le début des vendanges en septembre. Renseignement tout simplement en appelant le Pôle emploi au 39 49. À propos d'emploi, la situation des journaux de la presse locale, L'Est Éclair et Libération Champagne, reste tendue ce soir. D'après nos informations, le groupe belge Rossel pourrait retirer son offre de rachat du pôle Champagne-Ardenne du groupe Ersan Média suite à l'opposition des syndicats du livre face aux propositions de ce groupe de presse belge, alors que le syndicat des journalistes, lui, avait accepté le plan. Si l'information se confirme, eh bien, le dossier devrait atterrir devant le tribunal de commerce avec un possible redressement judiciaire. Affaire à suivre. Les vacances des footballeurs touchent à leur fin. La reprise de l'entraînement a lieu demain matin, mais dès cet après-midi, les dirigeants de l'Estac ont tenu à présenter les deux nouveaux joueurs et l'entraîneur adjoint fraîchement recruté pour renforcer le groupe et se préparer à affronter la Ligue 1. C'est dans un peu plus d'un mois. Des éléments au profil adapté à cette nouvelle situation. Présentation signée David Mutel. À la veille de la reprise de l'entraînement, l'Estac s'est montré plutôt calme sur le marché des transferts. Cela n'a quand même pas empêché les dirigeants troyens de se montrer très actifs. Deux joueurs sont venus notamment grossir les rangs de l'équipe auboise, dont un ancien de la maison troyenne, Benjamin Nivet, qui revient au Bercail 5 ans après avoir quitté l'Estac. J'ai évolué, j'ai gagné aussi en expérience parce que j'ai aussi fait beaucoup de matchs ces dernières années et donc voilà, vécu pas mal de choses avec le Stade Malherbe de Caen. Ça m'a fait mûrir et en quelque sorte gagner en expérience. Donc voilà, mais sinon je me sens toujours aussi bien et prêt à relever ce nouveau défi qui est devant moi. Le coach troyen a su aussi renforcer son staff en attirant Michel Padovani, un ami de longue date qui occupera le poste d'adjoint. L'ancien entraîneur Bastier a signé pour un an. Connaissant Jean-Marc, j'avais envie d'apprendre peut-être une autre, vu sa réputation, une autre façon de travailler. C'est pour ça que je suis venu. L'autre recrue n'est pas un inconnu pour l'entraîneur Jean-Marc Furlan, puisque Stéphane Darbion est passé par le FC Nantes après avoir été formé toute sa carrière à Montpellier. L'année dernière, il évoluait dans un club grec de Xantia. Âgé de 28 ans, il signe aujourd'hui un contrat de 2 ans pour relancer sa carrière en France. J'ai eu des contacts avec le coach Furlan. Avec lui, on avait une expérience, même si ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 2 ou 3 mois, mais c'était quand même bien passé. Et il y avait un intérêt. En plus, pour moi, il ne faut pas se cacher, le fait que le club soit en Ligue 1, c'est une super opportunité. Qu'à 28 ans, je ne pouvais pas laisser passer. Évidemment, le mercato d'été est loin d'être terminé pour Daniel Mazzoni et son équipe. Outre le départ de Blondel à Toulouse, le club devra remplacer Keita et Pecci, partis à Rouen et Orléans en prêt. Le club troyen a jusqu'au 31 août pour se renforcer.
En bref, à 2 pas du stade de l'Aube, justement, le pont Hubert sera ouvert à nouveau à la circulation à partir de demain, après 3 semaines de déviation pour cause de travaux, émaillés dès le début d'ailleurs par un accident de chantier, on vous en avait parlé ici même. La date de réouverture n'a pas été fixée au hasard, elle coïncide avec le démarrage des soldes d'été. Demain, le pont Hubert donne accès à la zone de Pont-Sainte-Marie et au site de MacArthur-Glen. Près de 8000 véhicules empruntent ce pont chaque jour. Le départ du grand patron de la gendarmerie auboise, le commandant Bernard Lernoux. Une cérémonie de départ était organisée en fin de matinée aujourd'hui à la préfecture en présence de nombreux élus locaux et des personnalités départementales. Bernard Lernoux était en poste depuis maintenant 5 ans et il revient sur son action à la tête de la gendarmerie de l'Aube et sur le travail qui reste encore à mener. Il est au micro de Pénélope Strassmann. À l'issue de ce séjour, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir commandé des femmes et des hommes remarquables. J'ai la chance d'avoir des militaires qui sont imprégnés de leur mission, qui sont disponibles, qui ont la foi en leur métier. Ils ne quittent pas un département au bout de 5 ans de présence. On ne quitte pas des hommes et des femmes avec qui vous travaillez tous les jours. Là, je quitte des amis. Renouveau, renouveau, il n'y en aura pas, c'est sur une continuité. Ça reste toujours la lutte contre la délinquance, la lutte contre les cambriolages, qui est dure actuellement dans l'Aube, la lutte contre l'insécurité routière. Le tout, c'est servir le citoyen au bois. Voilà qui est dit. À quelques centaines de mètres de la caserne de gendarmerie justement de l'Aube à Rosières, un lotissement ultramoderne est en train de sortir de terre avec des matériaux de plus en plus utilisés dans le bâtiment, de l'acier et du bois. Des maisons, vous allez le voir, conçues par une architecte aux normes basse consommation pour anticiper l'obligation légale du 1er janvier prochain, dans un style qui commence à devenir prisé par son aspect écologique. Une opération porte ouverte nous a donné l'occasion d'en savoir un peu plus. Reportage à Rosières, Damien Ardois et Cyril Tavernet. Fini les traditionnels parpaings, crépis, charpentes bois et tuiles rouges, place à l'acier et à la toiture en zinc. À Rosières, 2 pavillons mitoyens ont ouvert leurs portes pour mieux comprendre leur architecture résolument moderne. Une invitation pédagogique nécessaire selon le promoteur de ces maisons, car aujourd'hui ces constructions sont encore méconnues. Ça peut faire encore un peu peur. Ça peut faire encore un peu peur. Donc c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Parce que quand on commence à dire ossature métallique, on a tendance à penser un peu cabanon de chantier. Enfin, dans les esprits, ça peut encore être un peu ça. Surtout qu'on a des fois des modèles qui sont faits qui donnent pas envie de... Enfin, qui font faire un peu marche arrière. Donc il faut rassurer, expliquer... Voilà. Leur extérieur se veut moderne, mais pas seulement. Ces logements répondent aux normes BBC, bâtiments basse consommation, avec des récupérateurs d'eau, une toiture végétalisée et une isolation en laine de bois. Des atouts écologiques qui s'ajoutent à d'autres. C'est un habitat qui présente beaucoup d'avantages. Un avantage en termes de coût, bien sûr, puisqu'on est 25% moins cher qu'un bâtiment traditionnel. Un avantage en termes de temps de mise en chantier, puisque bon là hors délai d'instruction de permis de construire, on est sur des délais de 3-4 mois entre la commande et la remise des clés, donc ce qui est très court et ce qui peut permettre pour un investisseur de rentrer plus rapidement dans son investissement. Le type 3 de 93 m² coûte 239 000 €, le type 2 de 120 m², 300 000 €. Ils sont déjà vendus. Ces portes ouvertes ont été l'occasion pour d'éventuels acheteurs de ce style d'habitation d'en prendre bonne note. On trouve ça innovant, quoi. Une architecture différente, voilà, des maisons classiques. Différente, voilà, nous on ne recherche pas quelque chose de classique, donc on est un peu anti maison en béton, etc., quoi. 2 autres maisons du même ordre sont attendues pour la fin 2012 sur la parcelle attenante. La promotrice souhaite aller encore plus loin. Elle envisage pas moins de 16 nouveaux pavillons, en fait un lotissement dédié à l'acier et à la modernité. En tout cas, ce n'est pas dans ce genre de maison au toit plat qu'elles vont pouvoir se nicher. Les hirondelles font l'objet en ce moment d'un recensement dans le département. Une dizaine de communes ont été choisies pour y participer. La Ligue de protection des oiseaux entend ainsi sensibiliser le grand public à leur lente disparition et par ce biais porter l'attention à la protection de l'écosystème. À l'Antage, Pénélope Strassmann et Clémence Leduy.
À Lantage, comme chaque année, le printemps est bien passé. Mais depuis quelque temps, quelque chose a changé. À la ferme Toré, à 2 pas du village, les nids vides témoignent du désastre. Les hirondelles ne viennent plus. Sur ce phénomène, chacun a son opinion, mais pour les anciens, c'est du jamais vu. Pour moi, il y en a moins avec le mauvais temps, déjà. Autrement, je ne sais pas, hein. Parce que j'ai été surprise. Autant comme là, 3 ans, il y en avait beaucoup. Enfin, vous avez vu les nids, ce qu'il peut y avoir. Et maintenant, l'année dernière, moins. Et cette année, il n'y en a plus. Ce matin, j'étais là. Il n'y en a plus du tout de petites hirondelles, hein. Les habitants ne sont pas les seuls à s'inquiéter. La Ligue de protection des oiseaux a fait le même constat. En 20 ans, la population des hirondelles a chuté de 40%. Les inquiétudes étaient donc fondées, mais pour le vérifier, il a fallu changer les méthodes de comptage. Avant, il y a ce qu'on appelait un comptage de tous les oiseaux, mais donc c'était noyé dans la masse, alors que là, nous passons dans chaque maison pour demander s'il y a des nids d'hirondelles. Ce comptage n'a permis pour l'instant que de constater les dégâts. Reste à savoir ce qui provoque cette disparition pour trouver des remèdes. Déjà, les enquêteurs de la Ligue ont une liste de suspects. Le changement climatique, mais ça c'est à mon avis secondaire, mais je pense surtout les produits phytosanitaires qui tuent les insectes et qui tuent les hirondelles ou qui les empêchent de se reproduire. Malheureusement pour les hirondelles, la LPO n'a que des moyens d'action limités. Cette campagne nationale de comptage ne pouvait se faire que sur 5 communes par département. Peut-être que comme le chantait Noir Désir, il va falloir s'habituer à des printemps sans hirondelles. Ce serait un peu triste. C'est la fin de ce journal. À suivre le temps qui vous attend pour les soldes. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets du JT de demain avec cette question: comment les sites au bois de magasins d'usine parviennent encore à attirer les clients malgré la concurrence féroce? Excellente soirée à vous et à demain.